En agence. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, on se dit, il est un peu sombre. Mais en fait, pas du tout. Vous allez voir. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Lueur d'optimisme dans Berkoff dans tous ses états avec l'invité d'André Berkoff qui reçoit aujourd'hui Yves Roucaute, philosophe, auteur du livre Le bel avenir de l'humanité. C'est publié André Berkoff chez Calman Lévy. Oui, dans la collection Liberté de l'Esprit, qui ont accueilli quelques personnes non négligeables, et je dis ça par Litote, Raymond Aron, Hannah Arendt et beaucoup d'autres. Mais alors, Yves Roucaute, franchement, vous êtes un provocateur, ou bien vous faites ça quoi pour vendre. Vous dites, au moment où on est, le 17 novembre, ça va être la France bloquée, au moment où Trump fait ce qu'il fait, au moment où de la pollution, au moment où les Chinois ne savent plus où ils sont, ils polluent partout, vous dites, eh ben pas du tout, pas du tout. Si on regarde bien les choses, et c'est un livre d'ailleurs tout à fait passionnant, parce que vraiment je le recommande, parce que non seulement il dit ce qu'il pense, mais il parle de faits, il parle de notions, il parle de l'homo créateur, et on va en parler. Alors Yves Roucaute, le bel avenir de l'humanité, mais comment ça ? Oui, en fait, la vérité, c'est que bien sûr, il y a toujours des phénomènes, il y aura toujours des phénomènes, je veux dire, qui peuvent nous rendre un peu tristes, qui peuvent nous attrister, c'est évident. Des phénomènes comme la mort des amis, jusqu'au phénomène de manifestations, de grèves, de blocages, évidemment. Néanmoins, ce que je crois absolument certain, et là c'est contre Harari, par exemple, contre un certain nombre... Harari, Sapiens, c'est... Oui, contre un certain nombre de personnes qui vendent, je dirais, de l'apocalypse toute la journée. Ce que je crois absolument certain, c'est que nous allons vers un avenir absolument extraordinaire, incroyable. Vous imaginez la fin des cancers, la lutte contre l'immortalité, vous imaginez le fait de pouvoir supprimer les attaques virales, le fait d'avoir demain des nations en paix, etc. Je veux dire, le fait d'avoir des femmes enfin libérées, le fait d'avoir une créativité humaine explosée, le fait d'avoir des universités qui vont profondément se transformer et probablement sous leur forme actuelle disparaître. Tout ça, ce ne sont pas des vues de l'esprit, ce sont des choses qui sont concrètes. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont prouvées avec des éléments bien sûr scientifiques. Mais alors comment ça, vous en parlez évidemment beaucoup dans votre livre et vous citez les faits, mais alors allons-y dans le concret. Vous dites femmes libérées, bon ça a commencé, vous dites les nations en paix. Attendez, les nations en paix, bon, il n'y a peut-être pas de guerre mondiale, mais c'est pas ce qu'on voit. En quoi, non, je veux dire concrètement, ce que vous dites, où vous voyez le début d'application, parce que vous faites un livre, et c'est ça qui est intéressant, sur aujourd'hui qui prépare demain. Où sont les débuts d'application ? Par exemple, on va prendre la question de la mortalité, qui est une question qui intéresse tout le monde, puisque c'est quand même une des principales souffrances qu'on a. La mort de nos amis, la mort de nos proches. Et notre propre mort. Et notre propre mort, évidemment, en même temps. Vous savez qu'on a des animaux qui sont immortels. On a notamment une petite méduse qu'on appelle Turritopsis nutricula, qui est immortelle. C'est une petite méduse qui a une particularité de se régénérer. Il y a aussi des animaux qui vivent très longtemps, comme par exemple la desmond-ponche qui vit jusqu'à 13 000 ans. Donc les scientifiques se sont posé la question de savoir d'où vient le vieillissement. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire le vieillissement est une fatalité, ils se sont dit le vieillissement est un accident. Et donc, on va attaquer le vieillissement. Donc, on attaque le vieillissement. On s'est aperçu que les cellules, par exemple, alors je raconte ça dans le livre, parce que c'est des expérimentations absolument géniales. On s'est aperçu, par exemple, qu'on a des cellules qui vieillissent parce qu'on a le bout de nos... Pour aller vite, le bout de nos ADN, allez, on va aller très vite, c'est la tolomérase, les télomères, qui raccourcissent au fur et à mesure. Et donc, on a inventé des systèmes de ciseaux, le nom est un peu barbare, CRISPR-Cas9, qui permettent d'empêcher ce raccourcissement. Et ça marche sur les souris, par exemple. On arrive à empêcher le vieillissement des souris. On peut régénérer les cellules. Alors, on va régénérer les cellules. C'est une question de temps. Déjà, sur les souris, on empêche le vieillissement. On peut, par exemple, déjà arrêter et même probablement, on le pense, rajeunir ces cellules. C'est-à-dire que, si vous voulez, puisque c'est déjà dans les tuyaux. Oui, c'est déjà dans les tuyaux. Alors, je raconte là dans les labos ce qu'ils font, etc. Mais parce que c'est des histoires fantastiques, quoi.
Je veux dire, on est devant quelque chose de phénoménal. Sur l'histoire des cancers, je vais vous expliquer un truc génial. Par exemple, alors là, c'est au niveau non plus de la biogénétique, c'est au niveau de ce qu'on appelle les nanotechnologies. Nanotechnologies, vous savez ce que c'est? C'est des choses toutes petites, qui sont à 10 puissance moins 29 pour aller vite, enfin bref, qu'importe, donc quelque chose qu'on voit avec des microscopes à tunnels. Et alors, on se rend compte qu'on réussit à fabriquer, par exemple, à California Institute of Technology, on a fabriqué des nanorobots qui vont désactiver les cellules cancéreuses, et puis là-dessus, avec un système de production, bref, je passe les détails, et ensuite, on base d'autres nanorobots qui vont porter des médicaments. À Cambridge, on a créé des nanorobots en or, ils appellent ça des nanorobots en or, qui vont dans le système sanguin, et qui, à partir de là... des tout minuscules qui vont chauffer les cellules cancéreuses, qui vont les éclater, puisque vous savez qu'il y a en fait de l'immortalité chez nous. Vous savez qu'on a immortelles des cellules qu'on appelle les cellules souches, les globules blancs pour aller vite, les cellules séminales, et puis on a les cancers malheureusement qui sont aussi immortels. Et donc là, on va avec ces petits nanorobots, là, boum boum, on va faire vriller ces cellules et hop, elles vont exploser. Et là-dessus, on va envoyer d'autres nanorobots qui vont porter un petit peu, vous voyez, comme des gars qui portent leur petite charge, là, hop, ils arrivent avec leur charge médicamenteuse et hop, ils vont soigner la cellule ou la détruire. Donc si vous voulez, je pourrais comme ça multiplier ce qui se passe à l'école polytechnique. Non mais par exemple, juste les cancers, donc on peut se dire que, on ne va pas dire qu'on va pas donner des dates, bien sûr, on n'est pas là pour ça, mais est-ce que, c'est-à-dire à terme, les cancers pourront être combattus? Il n'y a pas que les cancers. La maladie de Parkinson, toutes ces maladies, les maladies neurologiques. Tout cela est aujourd'hui, concrètement, c'est une question de temps, est aujourd'hui considéré comme des accidents, des maladies qui peuvent être soignés. C'est-à-dire que concrètement, comme la vieillesse, ce sont des défis que la science fait. Et ce qui est génial, c'est que, et c'est pour ça que je suis absolument enthousiaste, mais pas que sur cette question-là, on parlera de la politique après si vous voulez, hein, mais je suis absolument enthousiaste parce que évidemment, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce qui nous paraissait une fatalité, eh bien, on se dit, c'est fini. Malheureusement, moi, je suis un peu âgé maintenant. Je crains de pas pouvoir voir tout ça. Moi non plus. Mais en partie, on le verra. Vous vous rappelez que l'hebdomadaire Time avait, dans sa couverture, affiché une photo de bébé en disant, celui-là, il vivra 150 ans. C'est ce que vous disiez. Mais alors, attendez, on va passer peut-être à l'éthique, le philosophe que vous êtes. Bon, très bien. Pour les progrès de la science, de la technique, c'est tout à fait possible. Mais alors, pour les progrès de la vie en société, pour les progrès, je ne parle même pas de la politique, enfin de la métapolitique, etc. Écoutez, on a toujours la jalousie, l'envie, l'hostilité ça dure depuis des dizaines de milliers d'années, depuis que l'homme est homme. Est-ce que là aussi, est-ce qu'on peut faire des progrès? Parce qu'on dit toujours, oui, très très bien, sur le terrain de la science, de la technologie, de la médecine, ça peut aller très loin, et tant mieux. Mais sur le reste... Et vous avez l'air aussi optimiste dans votre livre sur le reste. Oui, tout à fait. Oui, non, je consacre beaucoup de pages, de chapitres à la morale, à l'avenir, entre guillemets, des États, des nations, etc. Oui, bien sûr, je suis optimiste. Bon, d'abord, on constate qu'il n'y a jamais aussi peu de guerres dans le cadre du globe. Sur l'univers, il n'y a jamais aussi peu de guerres. Il y en a évidemment. Il n'y a jamais aussi peu de menaces. Évidemment, on en a. Je pense au terrorisme islamiste et à d'autres menaces de ce type-là. Évidemment, on en a. Mais on constate quelque chose qui se produit. C'est-à-dire que nous avons... Il faut voir les choses... Alors là, je raconte l'histoire de l'humanité, bien sûr, dans mon livre. Donc, rappelez-vous, pour aller vite, il y a 12 000 ans, les humains arrêtent d'être des populations nomades en Anatolie et dans quelques régions du coin. Ils deviennent sédentaires. Et puis, ils deviennent sédentaires. Voilà, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. Moi, je démontre, je crois, de manière claire, que nous sommes maintenant dans une seconde révolution qui est la révolution des temps contemporains. Je l'appelle comme ça, des temps contemporains. C'est pas les temps modernes, c'est les temps contemporains. Ça veut dire que nous explosons le rapport que nous avions au monde pendant 10 000 ans, 12 000 ans. Et pourquoi est-ce que c'est extraordinaire et enthousiasmant? Parce que pendant 12 000 ans, eh bien, au fond, on a la pensée magico-religieuse qui a gouverné le monde. Au fond, on imaginait des rois, par exemple, qui étaient représentants des divinités, qui étaient intouchables. On imaginait, alors c'était ce qu'on appelle les maîtres de vérité en anthropologie. On imaginait que nous sortions, que nous étions des ombres sur cette terre et que la vraie vie était ailleurs, etc. Mais ça a changé, ça, déjà. Voilà. Oui, mais bien entendu, il y a une évolution fantastique. Et là, aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est la fin de cet univers-là. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe, la manifestation. Moi, j'ai pas de jugement sur cette manifestation en tant que telle, mais ce que je vois, c'est quelque chose de fantastique, parce que on voit l'explosion des mobilisations en dehors des partis, en dehors, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux. En dehors des syndicats, en dehors des systèmes. Oui, parce c'est le monde des réseaux sociaux, c'est le monde, si vous voulez, de l'horizontalité, c'est le monde où on peut échanger. Alors ce monde n'est pas totalement encore merveilleux, mais il va le devenir. C'est le monde où, vous voyez, les femmes, les hommes se retrouvent pour partager ensemble un certain nombre de projets, à travailler sur des perspectives, des protestations ensemble, des mobilisations ensemble. Donc, quel est l'avenir de ça ? L'avenir de ça, c'est que si on prend la seule question de l'État, par exemple, l'État, c'est un mot. C'est qu'un mot, c'est un mot qui représente des individus qui bossent. On a délégué des fonctions administratives, il y a des gens qui font de la fiscalité, les pompiers, tout ce que vous voulez. On a donné on appelé ça l'État. Mais la vérité, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, avec le développement de ces réseaux d'un autre côté, eh bien, les fonctions de l'État, petit à petit, vont disparaître. Elles vont se restreindre. Et à long terme... elles vont changer, en tout cas. Elles vont changer. Beaucoup de fonctions seront faites par l'intelligence artificielle, donc on n'aura plus besoin de cette pression de l'État. La liberté va évidemment augmenter, et on le voit déjà aujourd'hui. Encore une fois, si on prend ces manifestations, et d'autres, on se rend bien compte que nous sommes déjà dans des réseaux, et qu'au fond, on obéit moins qu'avant aux volontés politiques. Et puis franchement, on y croit moins en politique, c'est évident, et ça ira de plus en plus, et ça sera de plus en plus fort, parce que d'abord parce qu'il fait peut-être pas son boulot d'une part, mais en plus de ça parce qu'il y a une partie de son boulot qu'il peut plus faire, parce que ça dépend plus de lui. Donc on est, et je voudrais simplement insister sur un truc, c'est les femmes. La femme, pour moi, est un critère, est un vrai critère de développement des civilisations, parce que la libération de la femme. Parce que si vous voulez, ce que j'explique dans mon livre et ce que je démontre, c'est que la vraie différence, c'est pour ça qu'Harari comprend rien au film, la vraie différence entre l'homme et l'animal n'est pas qu'il soit homo sapiens. Sapiens, ça veut dire sapientia, ça veut dire le savoir, intelligent. C'est pas la différence. Les animaux aussi sont intelligents. Et d'autre part, depuis Sauf que l'homme est conscient qu'il est. Hein. Non, on va pas revenir à la discussion philosophique. La différence, c'est que l'homme est créateur. C'est-à-dire que nous sommes le seul... Parce que les mammouths aussi sont intelligents. Seul, bien sûr, la vraie différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme est créateur. C'est le seul animal qui crée son environnement. Et je crois que c'est la révolution un peu de mon livre, ça. C'est ce qui fait que mon livre a été célébré par... Enfin bref, qu'importe. Mais c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire que l'homme est créateur. C'est le seul être qui crée son environnement, qui crée des civilisations, qui avance. Les autres, les fourmis, ils sont sympas, les fourmis. Mais si vous voulez, ils sont pas toujours sympas d'ailleurs, mais qu'importe. Mais c'est toujours les mêmes. Elles ne créent pas leur environnement. Voilà. Et ce qui vraiment, la différence, c'est ça. Et cette créativité, elle est propre à l'homme et à la femme. Sauf que, pendant des millénaires, on a empêché l'homme d'être créateur. Et en plus, la femme, on l'a asservie. Là, ce qui est fantastique, c'est que l'humanité tout entière prend conscience de sa créativité. C'est-à-dire que le fait de mettre une femme sous un niqab, le fait de l'enfermer par exemple, le fait de l'empêcher d'aller à l'école, ça nous devient insupportable. On se rend compte que nous sommes tous des êtres créatifs. Et ça, j'explique dans le livre pourquoi c'est non seulement positif, mais inéluctable. Toutes les cultures qui empêchent la femme d'être libre, d'être libérée, toutes ces cultures-là sont condamnées par l'histoire. Parce que justement, on est alors des réseaux, de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, des biotech, etc., de l'art contemporain. Tout ça, je l'explique que ça crée une humanité qui prend conscience d'elle-même. Nous sommes homo creator et nous découvrons que nous sommes homo creator et donc nous exigeons le droit à la créativité. Et ça, c'est quelque chose c'est un raz-de-marée qui déferle. Vous voulez dire le droit à la créativité devrait faire partie du premier des droits de l'homme. Et c'est de fait le premier des droits de l'homme. Si par exemple vous croyez en Dieu, imaginons qu'on croit en Dieu, et donc que ce soit chrétien, juif, musulman, au fond qu'importe, on a un texte au départ qui s'appelle l'Ancien Testament, la Bible, la Torah, vous l'appelez ça comme vous voulez aussi, on se moque des noms. Et dans les premières pages, moi je trouve ça génial, dans les premières pages il est dit, Dieu créa l'homme, et il est content, il est bien, il est content. Il a créé tout le monde et puis après, il dit ceci est bon. Ok, ceci est bon. Et ensuite il dit, je vous donne la terre, allez-y, dominez-la. Dire qu'est-ce qu'il lui dit? La vraie image de Dieu, c'est Dieu créateur qui crée un humain créateur à son image. Il lui dit, allez-y, faites. Mais bien sûr. Non seulement croissez, multipliez, mais faites. Dominez, il dit dominez la terre. Vous voyez, et dans le livre, j'explique pourquoi.
Et c'est peut-être aussi ce qui a bouleversé un certain nombre d'amis, de lecteurs, et pour ça peut-être qu'ils m'ont mis dans la liberté de l'esprit, avec Arendt, Aron et d'autres gens dont vous avez cité tout à l'heure, et ça me flatte évidemment. Tout converge en vérité. D'abord pour découvrir que nous sommes homo creator, peut-être un vieux message que nous n'avions pas compris. Et d'autre part, et une deuxième chose, tout converge. Alors je sais bien que les écolos vont pas toujours être contents, mais tout converge vers une autre chose. C'est que nous n'avons aucun culte à rendre à la Terre. C'est-à-dire que la Terre, elle est là pour être pillée, pour être dominée. Alors il faut la préserver dans la... Vous allez provoquer des torrents d'imprécations. Exactement, parce que moi, ce que je pense, c'est que nous ne devons... Bien sûr, il faut lutter contre la pollution, mais parce que nous devons lutter pour l'humanité. Moi, j'ai une formule dans le livre... Vous voulez que la technologie va combattre beaucoup mieux la pollution que quoi que ce soit d'autre. Bien entendu. Et on voit bien avec la voiture, c'est la voiture électrique qui est la solution. C'est pas arrêter de prendre des voitures. Je veux dire, c'est pas arrêter... c'est ça. On aura bientôt des voitures sur coussin d'air, etc., qui vont arriver. Moi, je dis dans le livre une chose simple, je dis... La Terre d'accord, l'humanité d'abord. Et ça veut dire quelque chose de fort. D'autant que la Terre est condamnée. Elle est condamnée au refroidissement. Mais avant d'être dans les satellites avec le Mars, moi je vais dire une chose, je vais vous dire aux éditeurs de Sud Radio, c'est que en lisant ce livre, c'est vrai, moi qui étais assez furieux en ce moment, dans tous mes états, je suis toujours dans tous mes états, mais il m'a rendu optimiste, le bougre. C'est le premier miracle de votre invité André Berkoff, Yves Roucaute, philosophe, auteur du livre Le bel avenir de l'humanité. Ça fait du bien, tiens, c'est publié chez Calman Levy pour tous ceux qui voudraient se le procurer. Merci André Berkoff, merci Yves Roucaute. Merci. André Berkoff, on retrouve demain à midi en direct dans tous vos états. Alors Vendredi Culture en compagnie de Céline Alonso, comme chaque vendredi bien entendu. Et puis on peut réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr. À suivre sur Sud Radio les amis, les clés d'une vie avec Jacques Pessis. Jacques Pessis qui reçoit Louis Delort. Ça vous dit peut-être quelque chose, vous l'avez probablement ou peut-être découvert dans The Voice il y a près de 6 ans. Excellente journée à vous sur Sud Radio.